Bientôt, tout le monde va parler chinois, je te dis. Commence à apprendre le mandarin, mon frère. YouTube, une nouvelle vidéo. On a l'art de la guerre par Sun Tzu, histoire de la Chine. Donc, oublie pas de laisser un like, de share, subscribe, c'est sur la chaîne Nota Bene. Donc, on va en apprendre un peu plus sur cette puissance mondiale montante. Bientôt, si ça se trouve, j'aurai les yeux comme ça, là. Non, arrête. C'était pas drôle. Je sais, ma bad. Racisme mono. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je suis un peu fatigué. Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'évolution de la guerre en Chine ancienne, durant une période que vous êtes nombreux à apprécier, celle des royaumes combattants, lorsque les réflexions de stratégie militaire commencent à se développer au sein d'une Chine morcelée en plusieurs États indépendants. Et forcément, quand on parle Chine, stratégie et guerre, on pense tout de suite à un très célèbre personnage de l'histoire chinoise, Sun Tzu en bon français, qu'on appelle Sun Tzu en chinois, et son fameux livre, le Sun Tzu Bing Fa, ou l'art de la guerre de Maître Sun. La célébrité actuelle de ce texte n'est plus à prouver. Il est utilisé à toutes les sauces, qu'il s'agisse de livres de géopolitique, de films, de blogs ou de discours politiques. Ce texte est aussi devenu, depuis plusieurs années déjà, un fonds de commerce particulièrement lucratif pour les dirigeants d'entreprises. Sun Tzu, c'est un peu comme le bon copain sage qui t'apporte des réponses à toutes les situations de la vie quotidienne. Et bien sûr, il fait partie du top des citations sur le net, avec par exemple la célèbre phrase « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». Le plus souvent, cependant, les textes de Sun Tzu sont décontextualisés, idéalisés et réemployés pour d'autres fins. On va donc profiter de cette vidéo pour que le français reprend sa dominance. Mais t'es malade, oublie. Du personnage, et on va suivre l'histoire de sa transmission jusqu'à nos jours. Allez, on plonge autour de l'an 300 avant notre ère et même quelques siècles avant, dans le cœur des grandes batailles chinoises, quand tous les coups étaient permis pour avoir la victoire. Et je vous préviens, ça va être fun. Let's go! Tous les coups permis. La guerre dans le temps, là, ça devrait être nice. Jamais assez, 221 avant notre ère, c'est une date primordiale de l'histoire de la Chine. Après des siècles de guerre entre États rivaux, on retrouve enfin une harmonie sur Terre, avec, au centre du monde, le premier empereur, fils du ciel, doté d'une administration capable de gérer l'immense territoire occupé par des milliers de personnes. En fait, cette unification fait écho à la paix qui existait durant l'hégémonie de la dynastie des Tsu occidentaux et le début des Tsu orientaux, entre 1100 et 700 avant notre ère environ. Une période considérée comme bénite pour les historiographes chinois, très loin de la période des guerres constantes, comme cela sera le cas dès le 5e siècle avant. Je viens de dire la guerre était bien. Les guerres médiévales, avec les épées, les boucliers, les chevals. Les armées étaient privées, au même titre que les armées féodales levées durant l'Europe du Moyen-Âge. À la demande du souverain, les nobles, issus de lignées lointaines, recrutaient des fantassins armés, essentiellement des paysans considérés comme moins importants que le bétail. Le résultat, c'est des armées qui peuvent osciller entre 20 et 1000 hommes. La plupart du temps, elles sont désorganisées, et c'est franchement pas ouf. Mais c'est pas très grave dans la mesure où la victoire se règle surtout dans le combat rituel entre les nobles de haut rang. En fait, pour eux, c'est le meilleur moyen d'accroître le renom de leur clan, d'obtenir des titres ou encore des privilèges, à condition bien évidemment de bien faire la guerre en faisant preuve de bravoure, de courage, de grandeur d'âme, de ne pas s'abaisser à la duperie et d'observer un respect de l'étiquette. Ce qui bien entendu va passer par des duels entre guerriers nobles, un petit peu comme dans l'Iliade quoi. Et ça va donner des situations assez étonnantes, on va dire. C'est bail de samouraï, ça. C'est son introduction comme élément de combat autour du 10e et 9e siècle avant notre ère. Sur le champ de bataille, c'est évidemment un signe social distinctif. Lorsque deux chars se croisent sur un champ de bataille, eh bien, le premier des guerriers qui décoche une flèche doit attendre que l'autre fasse de même avant d'enchaîner. Même s'il meurt, en gros, suicide, mais avec politesse. Nous sommes donc aux antipodes de la période où Sun Tzu rédige son texte, dans un univers à la logique hasardeuse où ce sont les exploits qui comptent plus que le... Oh, on va mal le subgoal, attends. Comme le dit si bien Jean Lévy, expert de ces sujets, c'est une période qui tente l'impossible synthèse entre l'efficacité pratique, gagnée en massacrant, et la ritualité, gagnée avec panache. Bien sûr, tout ça va changer quand la maison royale des Tsu va petit à petit, puis de plus en plus rapidement, perdre son autorité. Ah, bien vu mon ref. Autour de 700 avant notre ère, la succession de mauvais choix politiques va mettre en péril l'autorité suprême de la maison des Tsu. Le centre royal se réduit et de nouvelles principautés dirigées par les hégémons, des chefs de clan, commencent à prendre leur essor.
Ce sont ces puissances qui vont prendre de plus en plus de pouvoir, tentant par différentes stratégies politiques d'étendre leur territoire. On entre ainsi dans une toute autre période, et cela va s'observer surtout avec des changements dans la constitution d'armée. Au fur et à mesure que nous arrivons à la fin du 5e siècle avant notre ère, les affrontements se multiplient entre les principautés, avec dissensions internes et conquêtes de territoires. De nombreux clans surgissent des ombres, et à la tête des armées des Qin, des Tsin, des Chu et des Wu. Et dans ces clans émergent de grands officiers qui acquièrent un poids considérable. Ils vont finalement remplacer, au fur et à mesure, le rôle des nobles d'autrefois. Ces grands généraux doivent assurer une logistique précise des armées qui s'agrandissent. Celles-ci sont d'ailleurs composées de troupes légères et lourdes, très disciplinées, organisées en sections et bien entraînées. Les soldats sont âgés de 16 à 60 ans. Il y a également des corps d'élite, capables, dit-on, de faire des marches de 300 lits sans se reposer. Alors 300 lits, ça vous dit peut-être rien, hein, mais c'est quand même la distance entre Paris et Blois. Imaginez un peu l'état sans se reposer. Ces armées se déplacent au gré des saisons pour faire campagne, sont cuirassées, équipées en armes et nourries. À ce stade, le nombre de fantassins atteignant bien souvent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de soldats en fonction des périodes, devient un élément déterminant pour la victoire. Et il en va de même pour les innovations technologiques, car il ne faut pas oublier que nous sommes à une époque très florissante de l'économie et du commerce. Suivant un code pénal très sévère destiné à contrôler la population, et surtout les paysans, soit presque 90% de cette population, les États commercent entre eux, s'échangent des soieries, du sel, du poisson séché, du fer, du bronze et bien d'autres biens. Les restaurants, les salles de musique et les maisons closes animent les grandes capitales des États. Et on parie sur des matchs de tsuju, une forme de football à la chinoise, pour entraîner les militaires. Entre les années 600 et 400 avant notre ère, on voit aussi plusieurs mutations dans les équipements militaires, avec une véritable industrie dédiée à la guerre. La fonte du fer fait son apparition progressive, remplaçant les armes lourdes en bronze, les arbalètes à répétition se développent, tandis qu'on commence à délaisser le char de combat par des armées de mieux en mieux organisées. De même, la cavalerie, une coutume influencée par les peuples de la steppe, est pour certaines principautés du Nord une efficace et redoutable puissance de frappe. Les soldats apprennent l'art subtil de tirer des flèches au galop tout en portant le pantalon, une influence d'Asie centrale. Enfin, les textes anciens font référence à un arsenal impressionnant d'armes de siège et de jets très sophistiqués. Dans un traité de stratégie du 4e siècle avant notre ère, on trouve une liste complète de tout ce qu'il faudrait avoir pour la victoire à coup sûr. Parmi lesquels, montées sur roues, 36 machines d'assaut blindées, 36 balistes géantes à triple répétition montées sur support tracté, 140 engins d'assaut de support des ailes équipés de batteries d'arbalètes. Ok, la Chine était déjà préparée. 200 marteaux de fer, eux, la guerre, ils faisaient déjà différemment. Compresseurs avec piquiers et hallebardiers. Et pour la défense de forteresses et de villes, on place des clous creusés en avant, on dissimule des piques courtes rectangulaires, etc. Bref, imaginez le carnage, hein. Alors autant vous dire que les anciens codes chevaleresques avec deux nobles qui s'affrontent avec respect, c'est de l'histoire ancienne, hein. Les hauts responsables doivent éviter de s'engager dans la bataille, parce qu'il n'y a pas de gloire à mourir au combat. D'ailleurs, un certain Wu Ji aperçoit un jour un de ses officiers s'exposant sur le champ de bataille pour trancher quelques têtes. Et bien, résultat, le général ordonne la décapitation de son officier pour lui avoir désobéi. Ça rigole pas. Désormais, l'objectif, c'est d'éviter à tout prix la bataille en détruisant par la ruse et par les capacités de surpasser technologiquement son adversaire. On va donc inonder les villes en détournant des fleuves, on brûle, on pille des territoires, on va massacrer sans hésitation des villes entières sans distinction. Bref, et violer des femmes aussi. En déshumanisant les combats, la violence devient omniprésente à chaque occasion de conflit entre deux principautés. Il y avait aussi des situations de viol, là. Faut pas oublier que des penseurs tels Confucius font leur chemin jusqu'à l'oreille de tel ou tel roi, dénonçant violemment le caractère futile des guerres. Ainsi, le philosophe Muotsu affirme ceci. Si un homme tue un innocent, lui dérobe ses vêtements, ainsi que sa lance et son épée, il commet un crime plus grave qu'en s'introduisant dans une étable pour y voler un bœuf. N'importe quel homme sensé sait que c'est mal et que c'est inique. Mais lorsqu'il s'agit du meurtre commis en attaquant un pays, on n'y voit aucun mal. On applaudit et on parle de justice. Peut-on dire que cela s'appelle savoir ce qui est bien et ce qui est mal? D'autres intellectuels se manifestent avec notamment le développement d'une autre forme de littérature, les traités de stratégie militaire ou l'art subtil de remporter la victoire avec un minimum de sang. Ils sont nombreux. Citons ainsi le traité militaire de Maître Wu,
les 3 ordres stratégiques de Maître Pierre Jaune et bien sûr le très célèbre L'Art de la Guerre de Maître Swen. Et du coup, on va pouvoir s'y intéresser pleinement dès maintenant à ce fameux Art de la Guerre. Sun Tzu. Mais avant toute chose, question qu'on doit se poser, est-ce que Sun Tzu est un personnage fictif ? Eh ben, il n'y a pas de vrai consensus sur le fait qu'il ait bien existé, et on va clairement pas apporter la réponse définitive dans cet épisode et révolutionner l'approche du personnage. Mais on va quand même aborder 1 ou 2 points. D'abord, à cette époque, on ne signait pas les livres. Cette pratique est venue plus tard, ce qui évidemment n'aide pas. Ensuite, la plus ancienne biographie consacrée à Sun Wu, Sun Tzu étant en vérité son nom honorifique, est celle contenue dans le monumental Mémoires historiques, une première somme systématique de l'histoire de la Chine. Rédigée par Sima Tan et Sima Qian vers l'an 100 avant notre ère, à la cour de la dynastie impériale des Han occidentaux, la biographie indique qu'il aurait vécu autour de 512 avant notre ère, à l'époque des printemps et automnes. Originaire de l'état de Qi, Sun Tzu aurait alors été introduit à l'état de Wu auprès du roi Rolu grâce à ses écrits. Il aurait servi comme général en chef de ses armées, ayant amené la victoire face au puissant Chu. Il est ainsi fait mention d'un échange avec ce roi qui veut voir de ses yeux l'efficacité des méthodes du stratège. Il lui demande alors si les femmes peuvent devenir une armée. Sun Tzu lui demande de convier les maîtresses du roi, qui étaient fort nombreuses, leur demandant de suivre ses instructions. Seulement voilà, les 2 favorites du roi placées à la tête de l'armée n'écoutent pas les ordres car elles pensent que c'est un jeu. Erreur fatale, elles se font décapiter pour leur manque d'implication dans l'affaire. Ça joue Inutile pas. de vous dire qu'après ça, tout le monde flippe et se met en rang. Alors, c'est bien beau, cette Une histoire, désobéissance, on coupe la tête direct. Ils ont rien à foutre. C'est que l'époque correspond pas du tout à ce qui a été décrit en termes de structure de La place de la femme à la gare. Attention mon frère. Il aurait été impensable à cette époque qu'un général prenne la place d'un souverain pour diriger une armée. Ensuite, les armées dont parle le soi-disant Sun Tzu sont composées d'opérations tactiques capables de manœuvrer de façon indépendante et coordonnée des armées, ainsi que d'exécuter sur le champ des ordres transmis par des sonneries, des gongs, des tambours, des pavillons et des bannières. Ce qui correspond à une structure décrite durant les royaumes combattants qui débutent vers 450 avant notre ère avec l'intensification des combats entre les royaumes. Et autant dire qu'avant cette période, les troupes de paysans engagées sont incapables de telles manœuvres. Mis à part peut-être pour l'appel de la soupe. Et c'est pourquoi de nombreuses critiques vis-à-vis de l'authenticité de ce personnage commencent à apparaître au temps de la dynastie des Song au XIe siècle. Et vu que le personnage n'est cité nulle part dans les annales de l'époque, certains disent qu'il aurait tout simplement jamais existé. Faut bien comprendre que pour l'histoire de la Chine ancienne, on repose sur 2 types de textes. Ceux conservés dans les bibliothèques impériales et qui sont copiés et transmis de dynastie en dynastie, et les textes découverts dans les tombes. Parce que oui, c'était courant de s'enterrer avec des textes de philosophie, de stratégie et même de loi. Et ces textes, ils ont jamais été remaniés ou révisés pour se conformer aux désirs de tel ou tel dirigeant. Et donc c'est la mise en parallèle de ces 2 sources qui permet de se faire une idée de ce qui s'est réellement passé. Ainsi, en 1972, on découvre dans une tombe du début du second siècle avant notre ère un exemplaire de l'Art de la Guerre. La tombe révèle le nom d'un espion décédé en 312 avant notre ère, et là, ça colle parfaitement à l'époque de ce qui est écrit dans le livre. Comme le souligne à nouveau l'orientaliste Jean Lévy, il est fort à parier que le texte dans la version que nous avons est le bilan de réflexions stratégiques qui sont transmises oralement avant d'être mises à l'écrit dans un manuel cohérent et rédigé pour être présenté au roi des différents États. Finalement, le peu de savoir qu'on a sur ce personnage nous oblige vraiment à le classer dans la catégorie des auteurs incertains, on va dire. Mais il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que la structure très cohérente du texte, elle laisse à penser qu'il y aurait bien un seul individu qui ait composé l'art de la guerre. Bon, après tout ça, comment on doit faire la guerre d'après Sun Tzu ? Alors, autant dire qu'il y aurait matière à alimenter plusieurs vidéos, donc ici on va se concentrer sur l'essentiel. Sun Tzu part d'une évidence. La guerre est la grande affaire des nations. Elle est le lieu où se décide la vie et la mort. Elle est la voie de la survie ou de la disparition. Pour gagner, il faut savoir manier l'art subtil d'inquiéter l'adversaire, afin de le conduire à capituler sans verser une seule goutte de sang. Et rien ne résume ainsi mieux le traité que cet extrait. Capable, passez pour incapable. Prêt au combat, ne le laissez pas voir. Proche, semblez donc loin. Loin, semblez donc proche.
Avide d'un avantage, défendez-vous. S'il est fort, évitez-le. Coléreux, provoquez-le. Méprisant, excitez sa morgue. Dispo, fatiguez-le. Uni, semez la discorde. Attaquez là où il ne vous attend pas. Surgissez toujours à l'improviste. En gros, il faut toujours perturber l'adversaire et avoir un bon Doliprane quand on fait chauffer les neurones. Le traité est ainsi divisé en 13 chapitres, chacun explorant des thématiques différentes. Le texte s'ouvre avec les supputations où l'on trouvera un condensé de la réflexion générale de Maître Swen. Il explique alors que la guerre est associée à 5 facteurs. Premièrement, la vertu, pour suivre le chef jusqu'à la mort sans crainte du danger. Deuxièmement, le climat, pour ne pas se mettre sous la neige. Troisièmement, la topographie, pour connaître les distances et la nature du terrain. Quatrièmement, le commandement qui doit être impartial, perspicace, humain, résolu et sévère. Enfin, cinquièmement, l'organisation générale avec un respect de la discipline, de la hiérarchie et de la logistique. En règle générale, Sun Tzu préconise toujours la victoire immédiate plutôt que la guerre d'usure, qui laisse souvent des traces après le conflit. Et pour ça, il faut bien se préparer. Dans les opérations correspondant au chapitre 2, il est ainsi rappelé l'importance de disposer de 1000 quadriges rapides, 1000 fourgons à caisse de cuir, 100 000 soldats cuirassés et des vivres en suffisance pour nourrir une armée évoquant un milieu de sa base. Donc là c'est clair, il n'y a pas de place pour les faibles, seuls les États riches sont victorieux. Ce qui pourtant n'a pas toujours été une constante dans l'histoire. À ceci près quand même qui met le doigt sur un truc, c'est la bienveillance dans le traitement des prisonniers de guerre. Dans le respect des vaincus. Pour lui, c'est très important pour assurer la stabilité après le conflit. On ne gagne pas sur un terrain rempli de cadavres. Autrement dit, il faut soumettre l'ennemi sans ensanglanter la lame. Dans ce but, il y a évidemment une stratégie plutôt bien huilée. Il convient de commencer par attaquer les plans de l'ennemi, d'où le fameux « connais ton ennemi » pour ne jamais être surpris. Ensuite, on peut attaquer ses alliances, puis ses troupes. Et enfin, et en dernier recours seulement, ses villes. Chaque armée doit être mobile, prête à se déplacer rapidement, à surprendre l'adversaire tel un joueur d'échecs. C'est là où rentre en scène l'expérience d'un chef de guerre aguerri. Un vieil adage cité dans le chapitre 12, l'avant-dernier, veut que le souverain avisé projette la victoire, le bon général l'exploite. Le commandant est capable d'user de la ruse, d'espion et du mensonge pour la victoire, tout en incendiant des terres entières quand c'est nécessaire. Comme personne d'autre, il se doit de flairer le danger, de savoir organiser ses plans de bataille, et plus encore, il doit toucher le cœur de ses hommes. Voilà donc ce que nous dit Sun Tzu dans le chapitre 10. Pour peu que leur chef les aime comme un nouveau-né et les chérisse comme un fils bien-aimé, les soldats seront prêts à le suivre en enfer et à lui sacrifier la vie. Tout ceci nécessite évidemment une incroyable capacité de calcul et d'adaptation. L'État victorieux gagne par la capacité à ordonner ses plans d'attaque, à gérer l'après-conflit, et plus essentiel encore, à contrôler par la loi son peuple. Tels sont les préceptes principaux de ce traité finalement assez court, proche de la morale confucéenne dans son éthique et qui apporte comme bien d'autres textes similaires des conseils avisés propres à une époque où l'on veut réformer les techniques de bataille. Alors, si c'est surtout du bon sens qu'on retrouve ailleurs, pourquoi Sun Tzu est si célèbre de nos jours ? Le traité de Sun Tzu est déjà connu au temps de l'accélération du processus d'unification de Chine. Je vais le découvrir. Sun Tzu, alias le prince lettré, est un habile penseur politique qui est à l'écoute de Ying Tseng, futur premier empereur de la Chine. Il dresse un éloge complet de l'art de la guerre en proclamant que tout souverain devrait en posséder une copie. Et c'est sans doute pourquoi le livre échappe à l'autodafé impérial de 213 avant notre ère et qu'il survit aux périodes plus récentes. L'autodafé de 213, c'est un épisode de l'histoire chinoise où, en gros, l'empereur crame tous les bouquins qui ne vont pas dans son sens et enterre même vivant des hommes de lettres qui, là encore, collent pas trop à sa vision des choses. Plutôt sympa. En 80 avant notre ère, on fait usage du livre de l'art de la guerre dans un débat destiné à réformer l'administration de l'Empire. Vers 500, 2 éditions au moins circulent. On le retrouve ensuite dans des encyclopédies et dans des anthologies. Vers 1070, très exactement, le traité figure dans la liste des 7 classiques militaires que les élèves passant les concours d'examen impériaux doivent impérativement connaître par cœur. À partir des Ming au XIVe siècle, puis des Qing au XVIIe siècle, il n'est fait mention d'aucune nouvelle édition. En revanche, le traité commence à faire son petit chemin en dehors de l'Empire du Milieu.
À partir de 1582, suite aux grands navigateurs portugais et espagnols ayant précisé les axes maritimes vers l'Asie, les premiers prêtres de la Compagnie de Jésus se rendent en Chine, souvent à leur risque et péril. Le père français Joseph-Marie Amyot est l'un de ceux-là. Cet astronome, originaire de Toulon, demeure à Pékin entre 1751 et 1793. Sa tombe se trouve aujourd'hui même au cœur de la ville. Grand lettré et connaisseur du chinois et du mandchou, il s'intéresse au traité de Sun Tzu qu'il est le premier à traduire en français en 1772. La traduction arrive alors en France et fait son chemin dans les cercles de penseurs à la fin des Lumières. Il y a même des gens qui disent que Bonaparte en avait eu connaissance et s'en serait servi pour échafauder ses plans de bataille. Mais là, clairement, on est dans le domaine du mythe. Ce qui est sûr en revanche, c'est l'impact du texte chez Mao Tse-Dong, qui en a fait son livre de chevet et une source d'inspiration primordiale pour ses nombreux essais comme Guerre de guérilla. Les généraux de l'armée rouge s'inspirent des tactiques de bataille qui y sont exposées. Et ça a un certain succès, puisqu'ils s'assurent plusieurs victoires entre 1930 et 1934 face aux armées de Chiang Kai-shek. Mao disait d'ailleurs « Nous devons étudier avec soin les leçons qui ont été apprises lors des guerres passées au prix du sang et qui nous ont été léguées. » Moi je trouve ça assez fascinant de voir comment un texte si ancien peut se transmettre jusqu'à nos jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rassure, pas trop besoin de stratégie pour liker et soutenir la chaîne. Juste un petit pouce bleu, ça suffit. Merci à Arnaud Bertrand pour la préparation de cette émission. On va suivre cette chaîne Nota Bene, j'aime bien. Qui nous permet notamment de choper des images j'aime bien. En Chine. Arigato! Arigato! Merci pour la vidéo. Ça va être au YouTube.